deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Debroissiat est avec nous, gérant chez Montségur Finance. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rosier de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. C'est un moment un peu solennel, voire de recueillement. Frédéric qui se marre déjà. Non, parce que c'est... Alors oui, c'est un enterrement de première classe, mais c'est quand même un enterrement. Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, les GAFAM sont à terre. Faut-il enterrer les GAFAM? Est-il temps de dresser l'éloge funèbre des GAFAM, Frédéric? J'ai bien aimé tout à l'heure le lancement sur les résultats, effectivement, la génération de fricage de Chevron, Exxon. Se rappeler que c'était, par exemple, Exxon, les premières capitalisations il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Ça ne nous rajeunit pas. Et là, sur les GAFAM, depuis le début de l'année, c'est 3 trillions de dollars qui se sont évaporés. C'est le PIB de la France. De valeur boursière. De valeur boursière. C'est violent, c'est très très violent. Meta s'est effondré, Microsoft n'a pas résisté à sa publication, Google non plus, Apple résiste. Alors, on vient de prendre conscience, finalement, qu'il y avait une part de cyclicité dans les GAFAM. C'est-à-dire qu'on était parti, effectivement, sur la croissance. Alors, on le sait, hein, c'est le plus faible niveau de croissance depuis de nombreuses années pour l'ensemble de ces valeurs. Mais on avait oublié que ces industries, quelque part, s'adressaient également, bien sûr, aux consommateurs, qui est contraint dans ses dépenses avec l'inflation. Également aux entreprises qui, elles, sont sous une pression des marges, d'un ralentissement économique. Et lorsqu'on analyse un peu les chiffres, et notamment de Microsoft, parce que Microsoft, j'avais donné ce terme dans une précédente émission, que c'était un peu la utilities technologique, hein, puisqu'il y a énormément, en tout cas de plus en plus de récurrence de revenus, notamment avec sa branche Azure. Donc on parle du cloud, du logement, notamment de sauvegarde de données des entreprises. Et cette partie-là, elle est en train de passer au-dessus et passe au-dessus de ce qui en souffrance aujourd'hui, qui est le computer, quoi, l'activité historique, ouais. L'office, l'accès aux particuliers. Et donc, on se heurte finalement dans ce mouvement de contraction de l'économie, à la fois pour Amazon, puisque Amazon s'adresse également aux particuliers dans sa branche retail, et Microsoft, on s'aperçoit finalement le croisement de trajectoires, c'est-à-dire que AWS, le cloud d'Amazon, s'adresse aussi aux entreprises, et d'ailleurs des entreprises qui sont plutôt plus de taille moyenne d'ailleurs que Microsoft. On voit que ça souffre un petit peu, mais ça souffre surtout sur le retail et notamment en Europe, par la pression des marges, la pression des prix, l'impact négatif aussi du taux de change, hein, puisque ce sont des entreprises internationales et la force du dollar les pénalise. Et donc, voilà, on doit ajuster un petit peu la vision qu'on a de ces entreprises tant que la partie cloud récurrence des revenus ne devienne pas totalement majoritaire et absorbe totalement la partie cyclique. Donc voilà, c'est un dur retour à la réalité de ces entreprises aujourd'hui. Je trouve que honnêtement sur Microsoft, la sanction est sévère. À titre d'information, par exemple, l'ajustement sur la branche Azure, cloud intelligent, ce qu'on appelle le cloud intelligent. En gros, on parle d'une croissance qui serait aux alentours de 30-31% versus 35%. Donc, quand on a des marges à plus de 70%, voilà, est-ce que ça mérite une sanction de 30% sur l'année et sur la publication de 10%? Il ne faut peut-être pas exagérer. Amazon, c'est peut-être un peu plus délicat, effectivement, sur la partie vente, retail, qui, elle, effectivement, est peut-être encore plus sous pression. Mais là, il faut faire, à mon avis, un peu le tri de tout ça. Et je pense que le marché doit absorber les nouvelles, effectivement, changer un peu le paradigme et la façon dont on valorise ces entreprises, qui sont très dépendantes des niveaux de taux d'intérêt aussi. Il faut le voir, hein, dans ce qu'on appelle la compression des multiples. Et lorsqu'on regarde l'évolution du titre aujourd'hui, oui, je pense que Microsoft est honnêtement très regardable après la sanction de quasiment 30% depuis le début de l'année. Amazon, voilà, il y a peut-être un petit bémol, et Google aussi pour l'instant. Qu'il y ait des affaires spécifiques à faire avec chacune d'entre elles, j'en doute pas. Est-ce que les GAFAM, en tant que groupe, c'est comme ça qu'on les a considérés pendant plus de 10 ans. Est-ce qu'on peut enterrer définitivement l'idée du leadership boursier, de cette surperformance générée pendant 10 ans, boursière et en termes d'earnings également? Est-ce que ça, c'est une idée qu'il faut abandonner aujourd'hui pour les 5-10 prochaines années? Non. Je pense qu'il faut les mettre... Ce groupe-là a encore la capacité à garder un statut, un leadership boursier à part? Bien sûr.
Bien sûr, maintenant, faut être clair, on est dans la phase de récession, en tout cas d'anticipation de récession sur les marchés, et historiquement, ce ne sont pas les valeurs qui sont favorisées par le marché dans cette phase-là. Après, par anticipation sur ce qu'on appelle la recovery, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le leadership, hormis Apple, qui surprend vraiment, parce que le titre, au moment où on se parle, je crois, était à plus 7, alors que les résultats semblaient quelconques. Voilà, mais c'est vrai que c'est une remise en cause, à mon avis, qui est plus temporaire, dans l'absence de visibilité qu'on a globalement sur l'économie et aussi sur les taux d'intérêt. Parce qu'il faut le rappeler, Amazon, c'est 50 à 60 fois les bénéfices, Microsoft, ça doit être 25. Donc c'est vrai que quand on n'a toujours pas ce point pivot sur la Fed, c'est très difficile d'aller chercher des valeurs qui, aujourd'hui, semblent relativement chères. Au-delà de ce court terme, vous considérez quand même que c'est difficile d'imaginer qu'il y ait des remplaçants aux GAFAM. Encore une fois, je parle du statut boursier que ça a représenté, du statut monopolistique presque en termes d'activité. Un Américain, son fonds de portefeuille, c'est du Microsoft et de l'Apple. Hein. C'est plus du Exxon. Hein. Ça fait depuis nombreuses années. C'est ma question. Est-ce que ça sera encore le cas pour les 10 prochaines années? Non, je ne crois pas. Je veux dire, il y aura peut-être effectivement cette séparation et il y a peut-être des victimes. Mais il ne faut pas être, à mon avis, juste qu'au-boutiste dans le raisonnement, parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, la puissance financière, les réserves qu'ont ces entreprises, et on le sait, pour leur croissance, ont une capacité d'investissement considérable. Je pense qu'effectivement, ce ne sont pas des dossiers finis, loin de là. C'est pas dead money. Non, parce que de toute façon, on le sait très bien, et c'est de la destruction créatrice. Et donc là, on est en phase de destruction créatrice, c'est-à-dire que beaucoup de concurrents vont mourir dans cette phase-là, et ces entreprises aujourd'hui qui sont gavées de cash vont pouvoir tout logiquement prospérer sur quelque part les cadavres de leurs concurrents. Benoît, si gissent les GAFAM, alors je crois qu'il faut relativiser tous les propos, etc. De la même manière qu'il faut peut-être aussi relativiser le concept même de GAFAM, parce que derrière ce concept, c'est un acronyme. C'est sans doute des valeurs tech qui ont connu une heure de gloire et de manière générale, dans la technologie, effectivement, il y a des vagues de destruction créatrice. Le concept schumpeterien a toute sa place de façon générale et qui dit destruction créatrice dit certains acteurs qui ont vocation à se faire déclasser au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles vagues d'innovation. Donc, de manière générale, évidemment, les valeurs tech sont portées par des cycles d'innovation. Elles ne se peuvent pas non plus complètement se dissocier de cycles de croissance, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Moi, ce qui me marque peut-être dans les publications, en plus des propos qui ont déjà été tenus, c'est ce qui est particulièrement sensible, c'est les revenus publicitaires chez Alphabet, chez Meta, chez Microsoft dans une certaine mesure, et chez Amazon. Et oui. On voit que ces revenus publicitaires ont une dimension très cyclique. Je veux dire, les consommateurs, aujourd'hui, sans doute, la confiance des consommateurs n'est pas au rendez-vous. Donc, l'impact de la dépense publicitaire en termes de comportement de consommation n'est pas forcément là. Donc, le retour sur investissement publicitaire n'est pas forcément là. Donc, les annonceurs mettent un peu la pédale sur le frein en termes de dépenses publicitaires. Donc, effectivement, cette composante-là est cyclique. Voilà. Après, sur le propos général sur les GAFAM, moi, je préfère tenir un propos sur le secteur de la technologie de manière générale, qui est peut-être plus large que les seuls GAFAM. Et de façon générale, je veux dire, la croissance économique doit être stimulée par des vagues d'innovation de manière générale, parce que ces gains de productivité sont essentiels pour le potentiel de croissance des économies. J'entends, mais justement, si la tech génère la disruption, l'innovation qui permet de monter ses marges, de générer de nouveaux gains de productivité potentielle, je reviens à mon groupe des GAFAM, mais est-ce que ce sont encore ces entreprises qui sont capables d'être disruptives dans les 5-10 prochaines années, comme elles l'ont été il y a 10 ans? Ou est-ce que cette disruption que tous les investisseurs croissance tech recherchent, est-ce que cette disruption, elle viendra d'autres entreprises, dans des secteurs différents? C'est un peu ça ma question. C'est une excellente question, et c'est aussi ce que le marché, dans une certaine mesure, a sanctionné sur les publications, et notamment quand Meta annonce qu'ils vont poursuivre leurs investissements et leurs dépenses dans l'intelligence artificielle, dans la réalité virtuelle, dans le métaverse, avec les interrogations sur
à quel horizon on peut attendre un retour sur investissement, si tant bien qu'il y aura un retour sur investissement, parce que le modèle d'affaires n'est pas encore très bien dessiné, pas très bien défini, et donc le marché n'a pas été convaincu de façon générale. Et effectivement, on peut se demander si ce sont ces mêmes acteurs qui vont porter les innovations de rupture futures. Là, c'est intéressant l'histoire de Facebook devenu Meta, d'ailleurs au pic du marché. Hein. C'est toujours des coïncidences intéressantes. Le problème du métaverse chez Meta, est-ce que c'est Meta spécifique parce que, j'allais dire, le projet est mal géré, parce que Zuckerberg a peut-être une image aujourd'hui moins favorable auprès des investisseurs, etc. Ou est-ce que c'est la notion même de rupture avec cette idée de métaverse qui est remise en cause, ou en tout cas qui n'est pas encore achetée par les investisseurs aujourd'hui? Alors je pense qu'il y a un peu des deux, en fait, de façon générale. C'est-à-dire que la rupture qu'apporte le métaverse n'est pas aujourd'hui évidente pour les investisseurs. Elle n'est pas non plus évidente pour le consommateur, me semble-t-il. Et par ailleurs, il y a une interrogation sur le modèle d'affaires associé à ça. C'est-à-dire, effectivement, on peut dessiner une rupture technologique potentiellement très porteuse et qui peut enthousiasmer peut-être les consommateurs. Maintenant, pour enthousiasmer les investisseurs, il faut qu'il y ait un modèle d'affaires derrière. Et ça, c'est la difficulté aussi de certains groupes de technologie qui investissent lourdement dans des nouveaux marchés sans avoir bien défini comment monétiser l'opportunité qui a été dessinée. Et cette question du modèle d'affaires, alors elle se pose toujours, mais pendant quelques années, on était capable d'investir, d'acheter des business, justement avec une perspective de modèle d'affaires équilibré très très lointaine. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'est rapproché de ce point de vue-là. On fait moins crédit sur l'idée que oui, un jour peut-être. De façon évidente, puisque oui, l'argent maintenant a un vrai coût ou une vraie valeur, puisqu'il est rémunéré, vous pouvez être rémunéré, alors que historiquement, ce n'était pas le cas. Donc naturellement, vous ne pouvez plus attendre. Enfin, en tout cas, si vous projeter très loin dans le temps pour avoir un retour sur investissement, il faut que ce retour sur investissement soit beaucoup plus conséquent que ce qu'on pouvait en attendre précédemment. Ah ouais, j'entends. Ouais, les paramètres ont un peu évolué quand même de ce point de vue-là. Frédéric, je reviens, c'était intéressant l'explication à travers les exemples de Microsoft et d'Amazon. Donc les nouveaux business montent en puissance très vite, hein, c'est des croissances à deux chiffres, Azure c'est encore 30% de croissance, etc. Mais en termes de taille, ils n'ont pas encore dépassé les business historiques. On va y arriver, les courbes se croisent. Est-ce que ça milite pour au moins, légitimer la spéculation de l'idée que ces business seront spinés à un moment? Alors il y a le régulateur qui veut peut-être à un moment dissocier certaines parties de ces entreprises pour des questions de concurrence, mais aussi peut-être la volonté même de ces entreprises face à un statut boursier qui est plus le même, face à une baisse de valorisation qui est conséquente, de se dire voilà, Microsoft demain il y aura peut-être les activités historiques et puis Azure coté en bourse, Amazon Web Services et puis le retail de côté. Chez Alphabet, Google, je sais qu'il y a des analystes américains qui sont très chauds sur l'idée que YouTube aurait par exemple toute sa place en bourse à, je sais pas, 300, 400, 500 milliards de valorisation, pourquoi pas. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'accélérer, ça ? L'histoire est faite de spin-off comme ça, effectivement, sur les entreprises qui ont leur business historique qui vient péricliter et l'émergence de nouveaux business. C'est dans l'histoire, même dans l'industrie française, on a connu ça avec Vivendi, avec Alcatel. On se rappelait qu'on mettait, on introduisait les parties la plus forte croissance et finalement, ce qui restait, c'est peut-être celle où il y avait moins de croissance d'ailleurs, bizarrement. Mais bon, non, je pense que on le sait très bien, il y a un problème d'hégémonie, de la taille de ces groupes aujourd'hui qui sont des groupes trop imposants, que ce soit pour les régulateurs européens ou américains. Et donc, l'idée d'un spin-off de ces activités, et je pense notamment sur la partie cloud, me paraît tout à fait logique. Et c'est comme ça que ces entreprises vont créer de la valeur. Je pense que c'est dans l'histoire. Je ne vois pas comment on peut échapper à ça, parce qu'à un moment donné, effectivement... C'est pas est-ce que ça se fera, c'est quand est-ce que ça se fera pour vous. Exactement. Parce que la trajectoire, pour le coup, notamment chez Microsoft, est très très forte. Et on voit que
la poussée de ce qu'on appelle l'hyperscale. Vraiment, c'est le cloud intelligent avec l'intelligence artificielle derrière, des investissements qui sont colossaux, et on voit qu'il y a une dynamique très très forte là-dessus, va être tellement prépondérante dans ce groupe dans les années à venir, que ça va représenter à terme 80-90% du business. Donc on l'a vu par le passé, des grands acteurs se séparer de la partie, par exemple, industrielle. Pour garder plutôt la partie logiciel, soft. Développement soft. Donc je pense effectivement on va tout droit vers ce genre de solution. Maintenant, dans combien de temps? Je pense effectivement il faudra peut-être arriver à une certaine maturité de la partie on le sait, généralement on le fait plutôt en haut de valorisation. On commence à avoir un peu de trac quand même sur cette activité. Mais en termes de valorisation, c'est quand même mieux de le mettre dans une valorisation plutôt élevée. Et donc, je pense qu'on attendra plutôt cette logique-là. On le voit par exemple aussi dans des secteurs plus classiques comme Renault, par exemple. On parle de spin-off d'activité. Dans l'automobile, oui, dans thermique, électrique. Oui, bien sûr. Voilà, on va mettre en valeur ce qui est en croissance, et finalement la vieille industrie, on la mettra de côté, et ça sera peut-être certains fonds, du placement peut-être plus privé sur ce genre de secteur. Les périmètres de ces GAFAM sont amenés à évoluer. Vous êtes d'accord avec cette idée-là, Benoît? C'est le sens de l'histoire? Oui, je pense qu'effectivement, il y a un sens à s'adresser à différentes typologies d'investisseurs en fonction de la maturité des business, en fonction aussi de leur génération de cash flow, de leur capacité à rémunérer leurs actionnaires ou non, et puis en fonction des opportunités de redéploiement du capital de ces boîtes-là, parce que le cloud est un très beau business, on le voit, mais c'est aussi un business à forte intensité capitalistique qui requiert beaucoup d'investissement. C'est sans doute aussi pour ça que peuvent se poser des questions en fonction de la maturité des modèles des différents acteurs. C'est-à-dire s'il faut accélérer sur des activités à forte intensité capitalistique, parfois peut-être il faut arbitrer d'autres actifs sur lesquels en plus il n'y a pas nécessairement des synergies très évidentes à faire valoir. Et puis vous l'avez évoqué aussi, la taille de ces acteurs est énorme. Certaines activités aussi peuvent poser problème, parce que ce qu'on s'aperçoit sur certains acteurs, c'est qu'il y a des activités qui financent d'autres activités structurellement déficitaires et qui empêchent du coup l'émergence de vrais concurrents. On peut se demander, dans le cas d'Amazon, sur la partie marketplace, etc., s'il n'y a pas une forme de concurrence déloyale, parce qu'Amazon fait peut-être un peu du dumping sur son activité de distribution financée par l'activité cloud. Donc naturellement, ça peut éveiller aussi l'attention des régulateurs et des autorités antitrust pour s'assurer que ce type de comportement n'entrave pas la concurrence. Pourquoi est-ce qu'Apple arrive encore à nager contre le courant, là? Alors, c'est difficile à dire, et en fait on arrive sur un trimestre qui est quand même clé, parce qu'il y a une saisonnalité quand même très forte sur l'activité. La saison des fêtes va être décisive. Les prévisions, elles sont toujours un peu contingentes à un environnement économique, un environnement de consommation. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a toujours une attractivité très forte des produits Apple. Il y a sans doute aussi un renouvellement de la gamme de produits qui crée toujours un effet de halo auprès des consommateurs. Il y a aussi un pricing power qui semble avéré du côté d'Apple. Et enfin, dans le modèle d'Apple, il y a aussi de plus en plus de revenus récurrents autour des services. Et on l'a vu sur l'annonce récente de la hausse des tarifs dans la musique, par exemple. Il y a des leviers pour protéger les marges côté Apple, ce que les autres acteurs de la tech sont plutôt réticents à faire. D'une génération à l'autre, Apple arrive à préserver la désirabilité pour ses services et ses produits, parce que nous on a la génération, on a connu le début de l'iPhone. C'est une expérience personnelle, mais j'avoue que je suis un peu moins excité, un peu moins enthousiasmé chaque fois qu'un nouvel iPhone sort, si vous voyez ce que je veux dire. Mais visiblement, je suis une exception. Il n'y a rien de nouveau, mais effectivement, sur la publication, en gros, c'est assez neutre. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont été un peu surpris de la très bonne réaction d'Apple, parce qu'effectivement... fallait en acheter une, quoi. Fallait quand même en acheter une. Voilà, que sur iPhone, Mac, bon, c'est résilient, mais pas plus que ça.
Non, ce qu'on regarde en réalité, c'est la base installée. Ça, c'est la vraie force d'Apple. C'est-à-dire que quand vous êtes Apple, je vois autour de moi, les gens ont du mal à sortir du monde d'Apple. Et en plus, effectivement, il y a ce pricing power, c'est qu'Apple, une fois que vous êtes installé, augmente tranquillement les tarifs. Et le client qui a aujourd'hui un iPhone qui coûte plus de 1 000 € a les moyens de supporter une hausse tarifaire sur l'Apple Store. Donc il y a cette capacité. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que je note. Je regardais beaucoup de notes aujourd'hui sur Apple. C'est la force de cette base installée. Et finalement, lorsqu'on regarde un peu les modèles, parce qu'on peut se dire, oui, mais Apple, on se souvient de l'hégémonie de BlackBerry, par exemple. RIM, c'était pas vieux. On surfait tous sur des 3210 aussi de Nokia, sauf qu'il n'y avait pas de base installée pour le coup. Ouais. Là, c'est vraiment, vous êtes prisonnier quelque part d'un écosystème Apple et ça fait la force vraiment du modèle avec tous les revenus parce qu'il y a des échecs. Apple a fait beaucoup d'échecs, mine de rien, mais finalement, ça reste sa base installée qui génère du cash flow récurrent et qui donne une visibilité relativement forte, même si demain ils vendent un peu moins d'iPhone, c'est pas grave, puisque des gens qui ont déjà de l'iPhone continueront à consommer de l'Apple quoi qu'il arrive. Bon, venons-en, j'allais dire, à Elon Musk et Twitter. Alors j'avoue que c'est un sujet que j'ai assez peu traité, parce que Twitter, ça pèse pas très lourd finalement dans les marchés. Ils rachètent ça quand même 44 milliards. Est-ce que c'est un nouveau coup de génie ou est-ce que c'est la goutte d'hubris ultime qui risque de mal tourner ? C'est les annonces, il faut le suivre, franchement, ouais. Parce qu'on est souvent pris à contre-pied avec Elon Musk. Visiblement, il l'a racheté quand même. Oui, là pour le coup, maintenant, de toute façon, il était un peu prisonnier quand même. Il avait été trop loin dans cette histoire. Et moi, donc c'est ça la question. Est-ce que c'est un achat sous contrainte ou est-ce que ça peut rester un coup de génie ? Twitter, comme ça, n'a pas grand intérêt, honnêtement. Si ce n'est derrière d'imaginer un écosystème Twitter. Et on le rappelle, l'historique d'Elon Musk, PayPal. Pour moi, c'est une très belle porte. J'avais déjà évoqué le sujet la dernière fois. Peut-être de l'amorce d'une néobanque fintech, quelque chose qui monétise un peu mieux effectivement Twitter. Et je pense qu'il a ça en tête. Sinon, je ne vois pas. On va confier notre argent à Twitter et à Elon Musk ? Écoutez, non mais c'est avec Binance qui vient. Non mais très bien. J'ai total respect pour ces acteurs de la crypto, etc. Pour les, je sais pas, centaines de millions d'utilisateurs de Twitter, je sais pas si ça parle beaucoup et si c'est un tiers de confiance qui est évident. Non, c'est pas évident, mais c'est quelqu'un qui, par exemple, sur des cryptos plutôt anonymes que le Dogecoin, est capable de faire monter ça de 50 ou 60%. Ouais. Et c'est quelqu'un, PayPal, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même plutôt une réussite. Ouais, enfin, PayPal, c'est pas une crypto, c'est pas une crypto, service de paiement qui fonctionne, voyez, que tout le monde utilise. Exactement. Donc, c'est l'inverse de la crypto. Non, mais il a un historique derrière. Il a un historique de savoir monétiser finalement une entreprise. Et donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion. Je crois pas. On est obligé de lui faire crédit. Un peu. Ouais, au moins ça. Je crois pas que c'est dans une lubie en disant un jour, il y a un gars de Twitter qui a mal parlé de moi, je vais me racheter. Vous savez, comme l'histoire, je rentre au restaurant et je rachète le restaurant parce qu'on m'a mal parlé. Je pense pas que ce soit dans cette optique-là. Je pense qu'il y a vraiment derrière une stratégie et c'est pas quelqu'un qui va attendre. Je pense qu'on le saura très très. D'ailleurs, vous avez vu, les premières annonces. Il a déjà viré tout le monde. Oui, donc, ça fait 6 mois que ça dure, donc. Bon. Donc ça va pas tarder. Bon. Je sais pas quel est le pressentiment que vous pouvez avoir. C'est-à-dire tout Elon Musk qu'il est, il est quand même à la tête de Tesla, de SpaceX, maintenant de Twitter. Ça fait peut-être quand même beaucoup pour un seul homme, fût-ce Elon Musk. Il y a un problème de gouvernance pour ces entreprises aujourd'hui ? Oui, je pense. Naturellement, il y a un problème de leadership associé à la personne d'Elon Musk, qui parfois d'ailleurs est un peu incontrôlable. Après, son génie est indéniable, c'est certain, mais côté Twitter, en tout cas, il n'y a pas un projet qui a été présenté au marché. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un pari sur une personne qui est, à mon sens, difficile à mener, parce que Twitter a certes une base d'utilisateurs avec un fort taux d'engagement sur ses utilisateurs. Maintenant, le problème de la monétisation s'est toujours posé autour de Twitter, et le seul élément qui semble se dessiner, c'est autour des revenus publicitaires, qui aujourd'hui sont quand même dans un contexte très compliqué. Quant à l'opportunité, d'autres opportunités comme celle des paiements, etc., moi je suis un peu réservé, comme celle des fintechs, je suis un peu réservé parce que
pourquoi acheter un acteur comme Twitter pour dessiner une telle opportunité? Si on est Elon Musk, on peut le faire from scratch. Ouais. Il l'a très bien fait, effectivement, à travers PayPal. Donc, moi, je ne suis pas spécialement convaincu. J'ai un peu l'impression que c'est la mégalomanie ou le fait qu'il a été un peu trop loin sur Twitter pour qu'il a contraint à aller jusqu'au bout de cette affaire. Une danseuse à 44 milliards, pourquoi pas, hein. Non, mais on est dans ce monde-là aujourd'hui. Si on sort un peu de la tech, d'Elon Musk et des GAFAM, parce qu'il y a déjà quand même une série de publications intéressantes en dehors de ces secteurs-là, dans l'industrie notamment. Qu'est-ce que vous retenez des messages un peu globaux? Et évidemment, c'est le point du pricing power qui peut être un point intéressant à développer. Benoît, j'ai en tête, je ne sais pas si c'est emblématique, mais Michelin, on a vu les volumes baisser et le chiffre d'affaires en nominal avec l'effet prix qui progresse encore à 2 chiffres. Combien de temps ce type de situation est tenable? Les prix vont continuer d'augmenter tant que les coûts augmentent. J'ai envie de dire, les entreprises vont continuer d'essayer de refléter dans leurs prix la hausse des coûts, parce qu'autrement, elles auraient un pincement de marge qui, pour certaines d'entre elles ou pour leurs concurrents, deviendrait insoutenable. Donc, c'est un peu un effet itératif et les hausses, par contre, de chiffre d'affaires qu'on observe, ce sont des hausses nominales et elles sont à mettre en perspective avec les rythmes d'inflation qu'on observe par ailleurs. Et donc, il ne faut pas se laisser enthousiasmer par des très fortes progressions de chiffre d'affaires ou de résultats, parce que ce sont des progressions qui sont nominales et dans un régime d'inflation bien supérieur. Donc, ça, c'est une évidence. Après, tirer des enseignements des publications, c'est pas très simple, parce qu'on voit des divergences intrasectorielles très fortes. On l'a souligné dans le cas de la tech avec Apple qui surperforme très nettement les autres acteurs des GAFAM. On l'observe aussi avec, je sais pas, un SAP en Europe qui fait plutôt une bonne publication, qui est saluée par le marché et qui dénote plutôt positivement dans l'univers de la tech. On le voit aussi dans de nombreux secteurs où il y a des publications de certains acteurs qui sont très bien accueillis, d'autres qui sont moins bien accueillis. Je pense aux brasseurs, par exemple, AB InBev, une publication très bien accueillie, alors que Heineken est assez lourdement sanctionné sur sa publication. Donc il y a des divergences quand même assez notables intrasectorielles et qu'on n'avait pas tendance à observer jusqu'à présent, en fait. Et qui s'explique, il y a quand même des raisons fondamentales, je sais pas, des positionnements d'entreprise, de portefeuille, de marque, des stratégies qui peuvent être différentes également. Est-ce que c'est ça que le marché jauge aujourd'hui? Alors, probablement, mais il y a aussi, c'est pas forcément toujours que des stratégies, c'est aussi des expositions géographiques. Ouais. On le voit bien, l'Europe souffre, le consommateur européen souffre beaucoup plus. Et par exemple, un AB InBev qui est très exposé à la zone latino-américaine en bénéficie avec des effets change en plus qui sont très favorables. Donc, en fait, ce qui est difficile de dessiner, c'est des tendances de fond sur cette vague de publications. Maintenant, dans l'ensemble, effectivement, les sociétés qui ont plutôt du pricing power, on voit des prix qui sont bien orientés, des marges qui, du coup, résistent bien, voire continuent de progresser. On pense au luxe en particulier. Dans l'automobile, des Mercedes qui se distinguent plutôt favorablement par rapport à d'autres acteurs peut-être plus mass market, avec un Volkswagen aujourd'hui dont la publication est plutôt accueillie mi-figue mi-raisin. Donc voilà, mais c'est très difficile de tirer des généralités des premières publications qu'on a sur ce trimestre. Vous parliez de la hausse des coûts, des intrants. Quand on regarde, en tout cas, les prix de marché spot, il y a un certain nombre de ces intrants qui sont déjà en désinflation marquée, Benoît. Oui, alors, oui, c'est vrai. Est-ce que ça va soulager rapidement les entreprises ? Alors, ça dépend des stratégies, avec des achats qui sont plus ou moins à l'avance, qui sont plus ou moins à prix fixe sur des durées plus ou moins longues, avec parfois des stratégies de couverture, etc. Donc, c'est encore une fois, c'est plutôt du spécifique. Maintenant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises. C'est aussi une bonne nouvelle sur le front de l'inflation de manière générale, puisque la pression pour relever les prix sur la composante matière première diminue. Maintenant, il y a la composante salaire qui, elle, ne manifeste pas vraiment de signaux de détérioration. Et souvent, dans les structures de coûts, les salaires pèsent quand même un peu plus que les matières premières, bien qu'il faille dissocier secteur par secteur.
Mais effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'évolution des marges des entreprises et pour la macro, parce que les entreprises seront peut-être moins incitées à relever pousser leur prix comme elles l'ont fait jusqu'à présent. Ouais. Frédéric, vos enseignements à ce stade? Alors déjà, de manière factuelle, lorsqu'on regarde, par exemple sur le stock 600, il y a un tiers des sociétés qui ont publié, il y a 3/4 sur le chiffre d'affaires qui sont au-dessus des attentes. Alors très faiblement, mais au-dessus des attentes. Par contre, il n'y a quasiment aucun ajustement de guidance sur les publications sur l'année. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque part induit un ralentissement sur le T4. Induit également un ralentissement sur 2023. C'est pas totalement acté, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un peu les anticipations de BPA, de bénéfices par action sur 2023, on voit bien qu'il y a une accélération baissière là-dessus. On peut estimer qu'on soit dans une contraction des bénéfices de 10%, 15% l'année prochaine. Ce ne serait pas étonnant. C'est pas encore acté par le marché, pour le coup. Donc, c'est un risque peut-être sur le premier trimestre, notamment de l'année prochaine, d'avoir un ajustement qui s'opère sur le marché. Donc, potentiellement, peut-être 10% sur les indices. C'est pas intégré par le consensus des analystes, Ouais, c'est pas intégré par le marché? Parce que quand on regarde le PE en Europe à 10, on est quand même 9. On était même à 9 et quelques sur 2023. Sous 10. Ouais. Vous n'allez pas me dire que ça correspond, enfin, on attend bien dans le marché quand même une baisse des profits. À moins de 10, c'est pas un PE normalisé. Mais on n'est pas à la hauteur du potentiel Bon. Non, j'aimerais vous dire que tout est intégré. Bien, j'aimerais vous le dire honnêtement. On voit bien. C'est l'exemple. Je trouve marquant, c'est ST Micro. ST Micro, les résultats. Je pense que tous les gens qui ont regardé les résultats de ST Micro, ils sont bons. Magnifique. Ils font mieux que les marchés. Marge au top, croissance. De mémoire, il y a 7 ou 8 trimestres de carnet. 6 à 8, notamment pour toutes les activités industrie B2B. Donc, visibilité incroyable, marge. Et automobile. On est je crois, à moins 15 depuis la publication. On a fait 2 séances. Donc, on voit bien qu'il y a des doutes sur le fait que, globalement, les entreprises puissent maintenir des niveaux de marge à l'avenir. Donc, voilà, c'est des ajustements qui peuvent être relativement brusques. Mais je pense aujourd'hui, effectivement, qu'on va avoir... on a par exemple l'énergie qui est sur une tendance incroyable et qui porte les bénéfices, pour le coup, cette année. Est-ce qu'on sera sur la même tendance? On peut en douter quand même sur 2023. J'ai cru comprendre d'ailleurs que normalement, dans les anticipations, la contribution bénéficiaire de l'énergie sera négative aux earnings globaux l'an prochain, en 2023. Il y aura un effet retour de comparaison qui sera beaucoup plus négatif pour le secteur. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a effectivement ces anticipations qu'il faudra intégrer, parce que pour le coup, ces entreprises de l'énergie, je vais revenir sur les résultats de Total, qui sont magnifiques. Là, on arrive à 10 milliards de résultats nets, des résultats qui ont été portés par le gaz quand même. C'est une grosse partie, et on le sait pourquoi, le prix spot du gaz s'est envolé. Maintenant, qui est capable de me dire à quel niveau sera le gaz quand on voit que ça a perdu 30 ou 40% par rapport au point haut d'il y a 3 mois. Donc voilà, il y a des incertitudes aujourd'hui. Alors je comprends bien, le pétrole va se maintenir peut-être sur des niveaux élevés, reste encore à prouver dans un cycle de récession, si on rentre en récession, problématique d'offre et de demande. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu les valorisations, on peut dire aujourd'hui que le marché n'anticipe pas une forme de ralentissement de ces industries de l'énergie qui sont quasiment, pour la plupart, en tout cas, par exemple, c'est le cas pour Exxon et Chevron, sur des niveaux historiquement hauts. Bon, une fois qu'on a dit ça, gardez la parole, Frédéric. Donc, malgré la crise des LDI au Royaume-Uni, malgré les résultats décevants des GAFAM et tout ce qui va avec, le poids des GAFAM est considérable évidemment dans l'univers des marchés encore aujourd'hui, malgré une Chine qui ressemble de plus en plus à une boîte noire politique et économique, malgré une situation de guerre qui s'installe dans la durée, malgré un resserrement monétaire qui se poursuit pour l'instant à un rythme rapide, 75 points de base BCE, 75 points de base la semaine prochaine avec la Fed. Le marché action a pris 5, 6, 7% au mois d'octobre. Et on tient finalement. Non seulement ça tient, mais le marché montre tous les jours qu'il a envie de monter coûte que coûte, quels que soient les événements. Un Nasdaq qui résiste malgré des poids lourds qui baissent, ça veut dire aussi que les autres valeurs du Nasdaq qui avaient fortement baissé depuis novembre de l'année dernière
sont en train de se retourner. Il y a des phénomènes assez étranges d'ailleurs sur le marché. C'est-à-dire qu'on est tous en train de dire risque de récession, mais on voit les valeurs industrielles cycliques en train de monter. On a eu le résultat de cette semaine de Caterpillar qui prend 8 sur la publication. Vous voyez, on a des mouvements qui ne sont pas hyper intuitifs pour le coup. On voit un marché qui dit clairement, et les taux nous le rappellent souvent, qu'il y a la récession, c'est pour demain. Mais sectoriellement parlant, on voit qu'il y a des choses qui sont totalement incohérentes par rapport à ce mouvement. Alors, ce que j'imagine sur le marché, c'est que là, on est en train de, quand on vend les GAFA aussi, on est en train de vendre les bijoux de famille. Alors, si on veut être positif, ça ressemble très fortement. C'est ça la capitulation. Ça ressemble à ça. Et ce qui est intéressant pour ceux qui s'amusent à regarder l'analyse graphique, parce que ça marche bien, étant donné qu'on est un marché qui est acté par les hedge funds, notamment, qui font 80 ou 90% du volume. Lorsqu'on regarde le Nasdaq, finalement, il est revenu sur sa tendance naturelle qui a commencé en 2008, si vous voulez. Donc, on arrive sur cette base et bizarrement, on bondit sur ce niveau. Donc, vous voyez, est-ce qu'on n'est pas en train de dire sur le secteur technologique au sens large, après une baisse de novembre, depuis novembre l'année dernière, donc on arrive sur un cycle baissier, c'est 14 mois, on va dire. Est-ce qu'on arrive finalement pas à une proximité d'un point pivot sur ces secteurs-là? Donc on est en droit de se poser la question, on arrive sur des valorisations qui deviennent un peu plus attractives. Donc si on a du cash, c'est là où vous avez envie d'aller aujourd'hui Moi, je n'imagine pas ne pas accumuler sur ces niveaux-là. Je pense qu'il faut le faire. La question, c'est pas le niveau sur lequel on investit, parce que je pense que le niveau n'est pas très très loin. Et par contre, le timing, c'est vrai, par exemple, il faut le dire, on a une séquence qui va être terrible la semaine prochaine. On va avoir la Fed, les mid-term et le CPI. Donc on a quand même des passages. Si on arrive à passer ce cap-là, rappelant par exemple que sur les mi-termes, si on a un président démocrate, une chambre, par exemple la Chambre des représentants qui est républicain, historiquement, c'est le meilleur des scénarios en bourse, plus 16. Voilà, on peut se rattacher comme ça quand on cherche un peu des petits signaux. On peut déjà imaginer qu'un marché puisse réagir positivement à ce genre de nouvelles. Puis après, la Fed, ça vous a peut-être pas échappé, mais par exemple, le Canada, la banque canadienne. Oui, elle a fait 50. 50 au lieu de 0,75. Oui. Donc voilà. La Banque d'Australie avait fait un peu moins. La Banque de Norvège aussi, il y a quelques semaines, avait signalé des petits échos dans le Wall Street Journal sur le fait que certains membres de la Fed seraient peut-être un peu moins agressifs. Et donc on peut construire quelque chose là-dessus ? En tout cas, en accumulation, si vous me parlez, si vous avez du cash. Donc, si vous êtes dedans, vous êtes dedans. Si vous avez du cash, je pense qu'il faut à tout prix commencer effectivement à investir sur le marché. Ouais. On a tous en tête la séquence de l'été, alors qui a été très favorable pendant 6 semaines. Hein. On a vu un rebond de 20% du Nasdaq, et puis qui s'est terminé dans la douleur en 3-4 semaines jusqu'à fin septembre. C'est une séquence qui marque les esprits. On s'inquiète de se dire qu'on repart peut-être avec le même enthousiasme qui pourrait être à nouveau douché, ou est-ce que cette fois, les choses sont un peu différentes selon vous, Benoît ? Non, de manière générale, ce qui caractérise les marchés, c'est l'absence de réelle visibilité et la prévalence des incertitudes. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut rester très humble dans la configuration actuelle. C'est sûr que le scénario positif serait celui d'un graduel pivot de la Fed qui sans doute donnerait de la marge de manœuvre à l'ensemble des banques centrales à travers le monde. Donc ça, c'est le scénario un peu rose où effectivement on a a priori la semaine prochaine une annonce de taux de 75 points de base, peut-être 50 si les banquiers centraux de la Fed ont quelques incertitudes, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils nous ont donné l'indication qu'ils attendaient plus 125 points de base d'ici la fin de l'année. Ouais. Donc 75 sans doute cette fois, puis en décembre 50 points de base. Donc déjà, on a peut-être dans cette indication à ce stade l'idée que le rythme devrait se tasser un peu, le rythme de resserrement devrait se tasser. On sait aussi que le pic ne devrait pas être très très loin en 2023.
On a des indications dans ce sens. Maintenant, il faut se souvenir qu'il y a encore 6 mois, 75 points de base, c'était un resserrement qui ne devait pas se reproduire. Or, on a eu 3 fois, sans doute 4 fois, des resserrements de l'ordre de 75 50, ça points de base. reste énorme en termes de pas historiques pour Donc une je banque pense centrale. que la configuration actuelle nous donne tous des enseignements en termes d'humilité. Il ne faut pas être trop catégorique. Il faut admettre que l'incertitude prévaut et donc il faut essayer de rester agile sur les marchés, de la même manière que les banquiers centraux doivent oublier le principe même, l'idée même du forward guidance et être data dependent, ce qu'ils auraient toujours dû être. Ouais. Ce qui effectivement apporte, je ne vais pas dire génère de la volatilité supplémentaire, c'est un peu l'idée quand même, c'est réduire en tout cas le niveau de visibilité, donc approche flexible et agile. C'était une des recommandations qu'avait mis Jérôme Powell, je crois, il y a quelques mois. Il faut être humble and nimble, humble et agile. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour ce débrief de la semaine boursière. Benoît Debroissat, gérant chez Montségur Finance, et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau.